Le lendemain de bonne heure, Coz fut éveillé par 3 légers coups frappés à sa porte. Il se leva, passa ses habits, entr'ouvrit la porte et vit avec surprise Prudence qui lui faisait signe de la suivre. Il voulut parler, elle lui fit signe de garder le silence. Surpris de ce mystère, Coz la suivit sans bruit jusque dans la chambre où était Simplicie tout habillée, défigurée par les soufflets que lui avait donnés sa tante et surtout par les larmes qu'elle n'avait cessé de répandre depuis la veille. Prudence, pâle et défaite, avait passé la nuit à la plaindre, à la consoler, elle avait enfin consenti à quitter avec Simplicie la maison détestée de la tante Bombec et à chercher un refuge chez Madame de Roubier, en qualité de voisine de campagne. Il leur fallait l'aide de Coz pour descendre leur malle, avoir une voiture et les mener chez Madame de Roubier. Prudence avait fait la malle pendant la nuit, car Simplicie, terrifiée par la violence de sa tante, ne voulait pas la revoir, et il fallait être parti avant 8 heures pour l'éviter à son réveil. « Mon bon Coz, dit Prudence à voix basse, vous voyez l'état dans lequel Madame Bombec a mis ma pauvre jeune maîtresse, elle veut s'en aller, je veux l'emmener, il faut que vous nous aidiez. Allez nous chercher une voiture, descendez-nous notre malle et venez avec nous chez Madame de Roubier. J'ai peur qu'on ne veuille pas nous y garder, alors que deviendrions-nous dans ce maudit Paris, seuls, abandonnés? Ayez pitié de nous, mon bon Coz, aidez-nous à partir d'ici et ne nous abandonnez pas. » Pauvre Madame Prude. « Pauvre mamselle, répondit Coz attendri. Moi tout faire, aider à tout, moi aller partout, vous mettre bien. Ordonnez à pauvre Coz, moi pas mauvais comme Bombec, faire tout pour servir, pas abandonner bonne Madame Prude et pauvre mamselle. Merci, mon bon Coz. C'est le bon Dieu qui vous envoyait à nous. Allez vite, mon ami, cherchez une voiture. Coz partit comme une flèche, avant de chercher la voiture, il fit à la hâte un bout de toilette, un petit paquet de ses effets, courut arrêter un fiacre et revint sans bruit prévenir Prudence que la voiture attendait à la porte. Emportons la malle à nous deux, dit Prudence. Moi porter seul, Madame Prude, malle lourd pour vous, léger pour moi. Et, chargeant la malle sur ses robustes épaules, il descendit lestement les 5 étages de Madame Bombec, suivi par Prudence et Simplicie. La peur d'être aperçus et arrêtés par Madame Bombec leur donnait des ailes, leur terreur ne se dissipa que lorsqu'elles furent établies dans le fiacre, Coz sur le siège, la malle sur l'impériale. Quand ils arrivèrent chez Madame de Roubier, il était 8 heures. Le concierge, surpris de les voir de si bon matin, plus surpris encore de les voir décharger une malle et renvoyer la voiture, et reconnaissant le Polonais roux qui avait eu une scène violente avec un cocher 15 jours auparavant, hésitait à les recevoir. Madame de Roubier ne reçoit pas si matin, Madame et Mademoiselle. Ayez la bonté de revenir plus tard et de me débarrasser de cette malle dont je ne sais que faire. Prudence. Et où voulez-vous que nous allions? Où puis-je loger en sûreté ma jeune maîtresse, si Madame de Roubier ne la reçoit pas? Le concierge. Mais, Madame, cela ne me regarde pas, je suis chargé de garder la porte, de ne pas laisser entrer avant l'heure convenable, je ne peux pas faire de la cour un dépôt de mal et d'effets. Prudence. Mon Dieu, ma pauvre petite maîtresse. Moi, cela m'est bien égal, mais pour elle, pauvre enfant, je vous supplie de nous laisser entrer ou attendre chez vous les ordres de Madame de Roubier, qui connaît bien mademoiselle et ses parents, puisque notre demeure est à une lieue de son château. Le concierge était bon homme, il se trouva plus embarrassé encore, il regardait d'un air indécis Prudence, dont le chagrin l'attendrissait, Simplicie, dont le visage gonflé et marbré de plaques rouges lui faisait compassion, et Coz, dont l'air décidé et la figure rousse lui inspiraient de la méfiance. « Entrez, madame, avec votre petite, dit-il enfin, monsieur attendra en bas. » Coz ne dit rien et s'appuya, les bras croisés, contre le mur. Prudence lui fit signe d'y rester et entra dans l'hôtel avec Simplicie. La porte était ouverte, elles se dirigèrent vers le salon où se trouva Madame de Roubier. « Madame de Roubier. Qu'est-ce que c'est? Que vous est-il arrivé? Pourquoi Simplicie a-t-elle le visage enflé et rouge? Pourquoi venez-vous de si bonne heure? Simplicie. C'est ma tante qui m'a battu hier soir quand je suis rentré, elle a battu aussi Prudence, je ne veux plus rester chez elle, elle est trop méchante, elle me rend trop malheureuse. Madame de Roubier. Mais pourquoi, ma pauvre enfant, au lieu de venir ici, ne retournez-vous pas à Gargillier chez vos parents? Simplicie embarrassée ne répondit pas, Prudence prit la parole.
Mamselle ne peut pas y retourner sans la permission de monsieur et de madame, parce que, voyez-vous madame, ils sont en colère contre mamselle et son frère, qui ont tant pleuré, tant tourmenté monsieur et madame pour venir à Paris, que la moutarde a monté au nez de monsieur, il m'a appelé, et m'a dit. Prudence, tu as vu naître mes enfants, tu leur es dévoué, veux-tu les suivre à Paris? Oh, Monsieur, que je lui dis, j'irai partout où monsieur voudra, avec lui et madame, je ne crains pas Paris. C'est sans nous qu'il faut y aller, ma pauvre Prudence, qu'ils me disent, tu les mèneras seul à Paris. hélas! Monsieur, que je lui réponds, j'aurais trop peur qu'il n'arrivât malheur à mes jeunes maîtres, moi qui ne connais rien dans cette grande caverne, je risquerais de m'y perdre. Sois tranquille, je te donnerai une lettre pour ma sœur Madame Bombec, elle est bonne femme, quoique un peu vive, elle n'a pas quitté Paris et elle ne m'a pas vu depuis 15 ans que je suis marié, mais elle m'aime et je suis sûr que vous y serez bien. J'ai dit oui, comme c'était mon devoir de le dire, monsieur me donna des instructions, de l'argent plein de bourses, et me défendit de ramener les enfants s'ils s'ennuyaient de Paris et demandaient à revenir. Je veux, dit-il, leur donner une leçon, je sais qu'ils y seront ennuyés et malheureux, mais ils le méritent par leur déraison et leur manque de tendresse et de reconnaissance pour moi et pour leur mère. Je veux qu'ils passent l'année à Paris, et qu'ils ne reviennent qu'aux vacances. Madame pense bien que je ne puis enfreindre les ordres de monsieur et ramener mamselle au bout d'un mois, laissant monsieur innocent dans son collège de bandits et d'assassins, sans personne pour l'en tirer les dimanches et fêtes. Madame de Roubier. Mais que voulez-vous que je fasse, ma pauvre femme? Je ne peux pas vous garder chez moi, je n'ai pas de quoi vous loger. Prudence. Que madame veuille bien nous garder seulement la journée, et nous placer quelque part où mamselle soit en sûreté jusqu'à ce que j'aie la réponse de monsieur. Madame de Roubier. Je vais tâcher de vous caser dans une chambre quelconque en attendant que vous ayez un logement convenable. Quant à vous garder chez moi, en compagnie de mes enfants, je vous dirai franchement que je ne le veux pas, Simplicie est trop mal élevée, trop vaniteuse, trop égoïste et trop volontaire, pour que j'en fasse la compagnie de mes filles. Venez avec moi, je vais voir à vous établir quelque part. Madame de Roubier sortit, suivie de Prudence consternée des paroles de Madame de Roubier, et de Simplicie profondément humiliée de ses reproches si mérités. Madame de Roubier appela un valet de chambre, donna des ordres et, après une courte attente, Prudence et Simplicie furent menés dans un petit appartement de 2 pièces précédé d'une antichambre et d'une cuisine, habité ordinairement par une femme de charge, qui se trouvait vacant en ce moment. Madame de Roubier est bien impertinente, dit Simplicie avec humeur quand elles furent seules. Prudence. Écoutez, mamselle, elle a dit vrai, voyez-vous. Je serais elle que je dirais comme elle. Simplicie. Ah? C'est ainsi que tu m'aimes et que tu me protèges, comme papa t'a dit de le faire? Prudence. Pour vous aimer, mamselle, Dieu m'est témoin que je vous aime de tout mon cœur, pour vous protéger, je me ferai hacher en morceaux pour vous garantir d'un malheur. Mais ça n'empêche pas que je vois clair et que je trouve comme d'autres que vous ne vous êtes pas comporté gentiment avec votre papa et votre maman. Parce que le fromage sent mauvais, ça n'empêche pas de l'aimer et de le manger avec plaisir. Parce que les gens ont des défauts, ce n'est pas une raison pour qu'on ne les aime pas et qu'on ne se dévoue pas à eux. Je te remercie de la comparaison, dit Simplicie piqué et humilié, me comparer à un fromage puant, c'est trop fort en vérité. Prudence. Oh, Mamselle, je n'ai pas dit que vous étiez un fromage, j'ai seulement dit. Simplicie. Tu as dit des choses ridicules et méchantes, et je te prie de te taire, je ne veux plus t'écouter et je ne veux plus que tu me parles. Comme mamselle voudra, dit Prudence en soupirant et en essuyant une larme qui roulait le long de sa joue. Quand le domestique avait apporté le plateau, elle lui avait demandé de s'occuper du pauvre Coz et de le leur envoyer avec la malle quand il aurait déjeuné. Elles avaient à peine fini que Coz entra d'un air inquiet. Madame Prude, moi où demeurer? Moi vouloir garder vous et mamselle. Domestique me dire. Grand polonais, pas entrer, polonais roux, pas rester. Pas connaître polonais, pas aimer polonais. Madame Prude, moi pas méchant, moi bon, moi rendre service, moi aimer Madame Prude très bonne, mamselle triste et petite. Moi veux rester pour aider et servir Madame Prude et mamselle. Simplicie. oh, Oui, Coz, restez avec nous, vous nous serez très utiles. Prudence. Mais que dira Madame Bombec? Elle sera en colère contre Coz et contre nous. Simplicie.
Je me moque bien de ma tante, à présent que je ne suis plus chez elle, je ne la reverrai de ma vie. Kozulbrleoski. Bonbec peut pas colère. Pourquoi colère? Moi pas esclave à Bonbec? Moi aimer plus Madame Prude et Mamselle, et moi partir. Prudence. Eh bien? Mon brave Coz, montez-nous la malle qui est restée dans la cour. Vous pourrez rester avec nous, vous coucherez dans l'antichambre, vous nous aiderez à faire notre ménage, l'argent ne me manque pas, nous mangerons chez nous et nous ne gênerons personne. Coz, enchanté, ne fit qu'un saut dans la cour et monta la malle. La femme de chambre de Madame de Roubier vint apporter des draps et ce qui était nécessaire pour habiter l'appartement, elle leur dit, de la part de sa maîtresse, qu'elle pouvait y rester jusqu'au retour de la femme de charge, qui était dans son pays pour un mois encore, mais qu'elle leur demandait de se mettre à leur ménage. Vous trouverez tout ce qui est nécessaire pour la cuisine et votre ménage, la femme de charge y vit avec ses 2 filles, elle faisait leur cuisine elle-même. Je vous trouverai une fille de cuisine qui fera votre affaire. Merci bien, madame, répondit Prudence, je n'ai besoin de personne, voici monsieur Coz qui veut bien nous aider, je le ferai coucher dans l'antichambre, et il nous achètera ce qui nous est nécessaire. La femme de chambre se retira, Prudence déballa et rangea, pendant que Simplicie boudait, assise dans un fauteuil, et que Coz courait au marché pour avoir de quoi déjeuner et dîner. Quand il apporta ses provisions, Prudence les examina avec satisfaction, plaça le vin dans un endroit frais, le charbon et le bois dans un réduit destiné à cet usage, les provisions de bouche dans un garde-manger attenant à la cuisine, Coz lui fut d'un grand secours. Simplicie finit par se dérider et par aider aussi non seulement à l'arrangement général, mais encore aux préparatifs du déjeuner, elle voulut mettre le couvert pour 3, mais Prudence s'y opposa. Non, mamselle, les maîtres ne mangent pas avec les serviteurs, Coz et moi, nous vous servirons, et nous déjeunerons ensuite dans l'antichambre. Après le repas, quand la table fut desservie et pendant que Prudence et Coz mangeaient à leur tour, Simplicie, restée seule, sans livre, sans occupation, réfléchit beaucoup et profita de ses réflexions. Elle commença à être touchée du dévouement de Prudence qui ne trouvait même pas sa récompense dans l'amitié et les bonnes paroles de Simplicie, toujours Simplicie la rudoyait et jamais elle ne lui témoignait la moindre reconnaissance, la moindre affection. La pauvre Prudence, comme un chien fidèle, supportait tout, ne se plaignait de rien, ne demandait ni récompense, ni merci, et croyait n'accomplir qu'un devoir rigoureux là où elle donnait des preuves du plus humble dévouement et de la plus vive affection. Les reproches de Madame de Roubier revinrent à la mémoire de Simplicie, son orgueil, d'abord révolté, fut obligé de reconnaître la vérité de ses accusations, elle rougit à la pensée du peu d'estime qu'elle inspirait, elle regretta d'être reléguée seule dans un coin de l'hôtel, au lieu de s'amuser avec ces charmantes petites filles, si aimables, si bonnes, si aimées. Elle n'était pas encore changée, mais elle commençait à reconnaître qu'il y avait à changer en elle et à rougir de ses défauts. Elle eut le temps de réfléchir, de rougir et de soupirer, car, après le repas, Prudence et Coz rangèrent l'appartement, puis lavèrent et essuyèrent la vaisselle et les casseroles. Il était 2 heures quand ils eurent fini leur ouvrage, on frappa à la porte. « Entrez » cria Prudence. C'était Madame de Roubier, avec Clara et Marthe, qui venaient savoir des nouvelles de Simplicie, voir si elle ne manquait de rien et si elle ne désirait pas quelques livres. Prudence ouvrit la porte, Simplicie, étendue dans un fauteuil, s'y était profondément endormie, elle n'entendit pas entrer ces dames, qui examinèrent avec curiosité et pitié les marques des soufflets de sa tante. « Comment cette tante a-t-elle pu se porter à de tels actes de colère » demanda Madame de Roubier, « et pourquoi vous a-t-elle ainsi battues toutes deux » Prudence raconta à Madame de Roubier la scène qu'elles avaient subie en rentrant de chez elle la veille au soir. « Pourquoi, c'est ce que je ne puis dire à madame. J'ai bien vu à quelques paroles qui lui échappaient qu'elle aurait voulu venir avec mamselle chez madame, mais comme elle n'en avait rien dit avant notre départ, ni mamselle ni moi nous n'étions pas plus coupables que l'enfant qui vient de naître. Madame juge que mamselle, qui n'a pas l'habitude d'être battue, a été impressionnée à croire qu'elle allait mourir, la pauvre enfant a passé la nuit à pleurer et à trembler. Moi-même, qui n'étais pas plus contente qu'elle, je ne trouvais rien pour la consoler, sinon quand je lui ai proposé de nous sauver de grand matin. Ça l'a un peu remonté, et puis nous avons résolu de demander refuge à madame, ne connaissant personne dans Paris. J'espère bien que voilà mamselle guérie de son Paris. Ville de malheur, nous n'y avons eu que de l'ennui. Madame me croira si elle veut, mais je considère le temps que j'y ai passé comme un temps de galère.
J'espère bien que monsieur me permettra de lui ramener Mamselle et monsieur Innocent, qui n'est guère plus heureux dans sa pension. Le voilà bien avancé avec son uniforme qui lui bat les talons. Simplicie dormait toujours, elle rêvait, elle gémissait, se tordait les mains, des larmes coulèrent de ses yeux et roulèrent sur ses joues gonflées. Clara et Marthe eurent pitié d'elle. « Maman, quand elle s'éveillera, elle pourra venir chez nous, n'est-ce pas? Voyez comme elle a l'air malheureuse, comme elle gémit. » En rêve, mon enfant, en rêve, il est probable qu'au réveil elle se retrouvera dans son état accoutumé. Mais nous pourrons venir la voir pour la désennuyer? Oui, nous reviendrons après notre promenade, en attendant, laissez-lui les livres que nous lui avions apportés. Madame de Roubier sortit avec ses filles, laissant Simplicie toujours endormie. Innocent n'avait aucun soupçon de ce qui s'était passé chez sa tante et de la fuite de sa sœur. Il continuait à la pension sa vie pénible et accidentée par les tours innombrables que lui jouaient ses camarades. Paul, Jacques et Louis le protégeaient de leur mieux mais il n'était pas de sa classe et il ne pouvait prévoir ni empêcher les méchancetés de détail dont il était la victime. Un jour, pendant le silence de l'étude, une légère agitation se manifesta sur les bancs. Une révolte avait été préparée par la majorité de la classe pour se venger des maîtres de cette pension, où les élèves étaient rudement traités, mal nourris, mal couchés et sans aucune des distractions et des douceurs qu'on a souvent dans les bons collèges. C'était Innocent qui avait été désigné pour servir de prétexte à l'émeute projetée. On se poussait du coude, on riait sous cape, on se risquait même à chuchoter, tous les regards se dirigeaient furtivement sur Innocent, dont l'air benêt et les vêtements démesurément longs et larges provoquaient les malices de ses camarades. Le maître d'études avait plusieurs fois levé des yeux courroucés sur ses élèves, mais ces derniers semblaient deviner l'instant où le maître les regarderait, et il n'avait pu encore surprendre un seul coupable. Innocent regardait aussi, sans comprendre la cause de ce désordre, il souriait et ne prenait aucune précaution pour s'en cacher, précisément parce qu'il n'avait aucune part au complot. Il arriva que le maître surprit un regard d'Innocent, qui tournait la tête à droite et à gauche pour trouver le motif de la gaieté de ses camarades. « Monsieur Gargillier » s'écria le maître, qui croyait avoir trouvé le coupable. « Monsieur Gargillier, venez ici. » Innocent se leva, mais, au premier pas qu'il fit il trébucha contre la table, il se remit en équilibre, trébucha de nouveau, se débattit contre un lien qui le retenait à son banc et tomba le nez par terre. Ce fut le signal d'un tumulte général, les uns se précipitèrent pour le relever, d'autres pour aider ceux qui le ramassaient, le reste pour changer de place et faire du bruit sous prétexte de le secourir. Le maître tapait sur son pupitre, criait « En place, messieurs », mais il faisait semblant de ne pas entendre et de se montrer inquiet de la chute d'Innocent. « 10 mauvais points pour Gargillier », cria le maître. « 200 vers à copier pour Gargillier », ajouta-t-il, voyant qu'Innocent restait par terre. Et comment pouvait-il se relever? Les camarades venus à son secours le tiraient par les jambes, l'aplatissaient à terre, le roulaient sous le banc sous prétexte de lui venir en aide. Enfin le maître d'études, outré de colère, arriva lui-même dispersa les élèves en s'aidant des pieds et des poings, et donna une taloche à Innocent toujours étendu. Innocent tira les jambes, le banc suivit le mouvement, il se leva avança d'un pas, toujours suivi du banc à la grande surprise du maître et à la grande joie des élèves qui laissèrent échapper des rires contenus jusqu'alors. Le maître se baissa et vit qu'une des jambes d'Innocent avait été attachée au banc de la classe, les élèves l'ayant quitté, Innocent entraînait le banc ainsi allégé. « Messieurs, » cria le maître irrité, « vous êtes un tas de mauvais petits drôles, de vrais satans, d'affreux Méphistophélès, du gibier de Lucifer, la honte de la maison. C'est une infamie, une ignominie. Quand aurez-vous fini vos scélératesses à l'égard de ce jeune innocent, dont vous faites un martyr, dont vous êtes les bourreaux, que vous rendrez imbécile, idiot, à force de torture? Je consigne toute la classe jusqu'à ce que j'aie pris les ordres de monsieur le chef de pension. Je vous défends de rire, parler, de bouger, de respirer. » Le maître fut interrompu par des rires partis de tous les coins de l'étude. « À bas le pion! À bas le tyran! » cria-t-on de toutes parts. « Messieurs! À la porte, le pion! À la porte! Une danse au pion! Une danse à son capon! Messieurs! » Une foule compacte d'écoliers lui coupa la parole en se ruant sur lui, en une seconde il se vit entouré d'une quarantaine de furieux, les uns lui tiraient les jambes, les autres le mordaient, d'autres l'accablaient de coups de poing, de coups de pied, on le griffait, on le pinçait, on le secouait.
La quantité de vent à la longue l'emportait sur la qualité, le maître jugea prudent de ne pas attendre, il se débarrassa de ses ennemis comme il put, et à grand-peine il parvint à gagner la porte, l'ouvrit, se précipita dehors, la referma à double tour et courut prévenir le maître de l'émeute qui venait d'éclater. Le maître n'était pas dans son cabinet, il fallut le chercher dans la maison, et avant que le maître d'études l'eût rejoint et l'eût amené à la porte de la classe, les petits misérables, excités par 4 ou 5 mauvais garnements qui avaient tramé ce complot et qui avaient attaché le pauvre d'innocent pour amener le désordre, se mirent en devoir de faire subir au pauvre innocent la punition de sa prétendue trahison. Dès qu'ils furent enfermés, ils comprirent l'abîme dans lequel ils s'étaient jetés, et le calme se rétablit subitement. Innocent était encore attaché au banc et cherchait vainement à casser la solide ficelle qui le retenait. « Tire-toi de là si tu peux, mauvais capon !» cria un des élèves, « Tu iras nous dénoncer après. »« Il faut l'empêcher de sortir. » cria un autre. « Et le punir de ses caponneries, » dit un troisième. « Jugeons-le, procédons légalement. »« Oui, pour qu'il s'échappe pendant que nous le jugerons. » La porte a été fermée par le pion, comment veux-tu qu'il l'ouvre? Il sautera par la fenêtre. Nous saurons bien l'en empêcher. Ne perdons pas de temps, jugeons-le. Moi, d'abord, je le déclare coupable et je le condamne à recevoir 50 coups de règle sur les reins. Moi aussi. Moi aussi. Crièrent la plupart des élèves. Les plus mauvais se jetèrent sur Innocent, qui, les mains jointes, l'air effaré, les yeux larmoyants, les suppliait d'avoir pitié de lui et de ne pas lui faire de mal. « Je n'ai rien fait, je vous assure que je n'ai rien fait ni rien dit, je vous en prie, mes amis, ayez pitié de moi. » « Nous ne sommes pas tes amis, Tartuffe. Tu nous as fait tous punir, tu vas être puni, toi aussi. » Et sans écouter ses supplications et ses cris, ils le jetèrent par terre, lui arrachèrent sa redingote et tombèrent sur lui armés chacun d'une règle. Innocent poussait des cris lamentables et demandait grâce, les méchants garçons, s'animant les uns les autres, le frappaient toujours. Le groupe qui s'était abstenu de l'exécution commençait à murmurer et à s'émouvoir. « Assez !» cria enfin une voix qui ne fut pas écoutée. « Assez !» répétèrent 3 ou 4 voix. « Assez !» cria le groupe, en chœur sans plus de succès. Le groupe s'agita, se concerta un instant, et tous, s'élançant d'un commun accord sur les méchants camarades, délivrèrent le malheureux innocent, dont les vêtements déchirés et les cris pitoyables témoignaient de l'animosité ainsi que de la malice de ses assaillants. Pendant que quelques élèves maintenaient de vive force les 10 ou 12 qui avaient été les plus acharnés au supplice du pauvre innocent, les autres le secouraient de leur mieux. À peine avait-il eu le temps d'essuyer ses larmes et de le rassurer par des promesses de protection, qu'on entendit du bruit au dehors. La porte s'ouvrit et le chef d'institution, accompagné du maître d'études et de quelques hommes attachés à la maison, parut et parcourut du regard les différents groupes qui s'offraient à ses yeux. Dans un coin, un demi-combat avait lieu entre les ennemis d'Innocent et ses défenseurs, à un autre bout se tenaient immobiles et craintifs ceux qui s'étaient abstenus à la fin et qui n'avaient pas lutté contre les libérateurs d'Innocent. Au milieu de la salle était un groupe nombreux qui soutenait Innocent et qui cherchait à mettre un peu d'ordre dans ses vêtements en lambeaux. Son visage était couvert de sang par suite d'un rude coup de poing qu'il avait reçu sur le nez. D'un coup d'œil le maître comprit ce qui venait de se passer. Il commença par appeler 2 domestiques. « Prenez cet infortuné Gargillier, montez-le à l'infirmerie et dites à l'infirmière de voir si ces petits misérables ne lui ont pas fait un mal sérieux. Prenez dans le coin, là-bas, les mauvais garnements qui se défendent la règle à la main et enfermez-les au cachot. Que 2 hommes se tiennent prêts à porter les lettres aux parents de ses élèves. » Puis, se tournant vers le maître d'études. « Pour les autres, tous coupables, mais à de moindres degrés, grande tenue jusqu'à nouvel ordre. Nous ferons une enquête et nous séparerons les sots des méchants pour leur faire des parts différentes. » Les ordres du maître s'exécutèrent sans aucune opposition, les élèves étaient tous plus ou moins consternés, selon qu'ils se sentaient plus ou moins coupables, car aucun n'était innocent. Le résultat de l'enquête fut l'expulsion de 5 élèves qu'on renvoya le soir même à leurs parents, la privation de sortie pendant 1 mois pour 12 autres élèves et la privation d'une sortie et d'une promenade pour le reste de la classe. Innocent confusionné, meurtri, resta quelques jours à l'infirmerie. La nouvelle de sa maladie et de la scène qu'il avait occasionnée se répandit promptement dans toutes les classes. Les plus charitables furent, comme toujours, Paul, Jacques et Louis,
qui se trouvait absent de la pension le jour de l'événement, ils inspirèrent à Innocent une amitié qui le disposa à la confiance, il leur raconta tout ce qu'il avait fait pour obtenir de ses parents l'autorisation de venir à Paris et à la pension. Il en témoigna un grand regret, ses amis profitèrent de ses aveux pour lui donner de bons conseils, ils lui firent voir combien sa conduite avait été coupable et comme le bon Dieu le punissait par l'accomplissement même de ses désirs. Si tu étais resté chez toi, tu aurais toujours regretté la pension, tu n'en aurais pas connu les désagréments, tu aurais eu de l'humeur contre ton père, dont tu ne savais pas apprécier la bonté. Oh! Oui, tu as bien raison, mon bon Paul, à présent, quand j'aurai le bonheur de retourner à Gargillier, je ne demanderai à mon père qu'une seule grâce, c'est de ne jamais le quitter. Je serai aussi obéissant que j'étais révolté, aussi studieux que j'étais paresseux. Oui, mes amis, grâce à vous je vois combien j'ai été coupable et combien je dois remercier Dieu de m'avoir envoyé de si rudes châtiments. En sortant de l'infirmerie, Innocent devint, comme ses amis, un excellent élève. Quand il fut tout à fait rétabli, il écrivit à son père la lettre suivante. Mon père, mon cher père, pardonnez-moi, car j'ai été bien coupable, ayez pitié de moi, car j'ai bien souffert. Je vous ai pour ainsi dire forcé, par mes humeurs, mes tristesses hypocrites, mes résistances à vos ordres et à vos sages conseils, à vous séparer de moi en m'envoyant dans cette pension dont je voulais si sottement et si méchamment porter l'uniforme. J'ai entraîné Simplicie à faire comme moi, à bouder, à pleurer, pour vous obliger, à force d'ennui et de contrariété, à me donner une compagne de voyage. Je suis si malheureux dans cette maison, j'y suis si maltraité, que vous auriez pitié de moi si vous voyiez ma tristesse, mon repentir et toutes mes souffrances. Les maîtres sont assez bons, mais il y en a de bien durs, les élèves sont d'une méchanceté que je n'aurais jamais soupçonnée. Une fois ils m'ont presque étouffé, j'ai été malade 3 jours, une autre fois ils m'ont embattu avec leurs règles, dans une révolte, qu'ils ont déchiré mes habits et qu'ils m'ont tout meurtri. J'ai été obligé d'aller à l'infirmerie, j'ai encore des plaques noires partout et je puis à peine m'asseoir. Je n'ai pas vu Prudence ni Simplicie depuis 15 jours, je ne sais pas pourquoi elles ne sont pas venues me voir. Je vous en prie, mon cher papa, faites-moi revenir près de vous, et gardez-moi toujours, je serai si heureux de vous revoir à Gargillier ainsi que maman, et de penser que je ne vous quitterai jamais et que je ne reviendrai plus dans ce Paris que je déteste. J'y attends votre réponse avec une grande impatience. Je vous embrasse, mon cher papa et ma chère maman, et je suis votre fils bien repentant et bien malheureux, Innocent Gargillier. Le chef d'institution écrivait de son côté à Monsieur Gargillier. Monsieur, je dois vous prévenir que monsieur votre fils a été pris en grippe par ses camarades à la suite d'une dénonciation qu'il a faite dans l'ignorance des usages des pensions. On lui a fait subir 2 épreuves dans lesquelles il a couru des dangers sérieux et sans que les maîtres chargés de la garde des élèves aient pu l'empêcher. Il est sans cesse en proie à des vexations de toutes sortes. Dans ces conditions et dans son intérêt, il m'est impossible de le garder, et je vous serai obligé de me délivrer le plus tôt possible de l'inquiétude dans laquelle je suis à son égard. J'ai l'honneur d'être votre tout dévoué serviteur. Héraclius Doguin. Ces 2 lettres trouvèrent monsieur et madame Gargillier partis de la veille pour un voyage de 15 jours. Ce ne fut qu'à leur retour qu'ils apprirent la triste position de leur fils.